Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage un peu spécial dans l'histoire du jeu d'échecs, parce que c'est un espèce d'amateur qui a côtoyé le top niveau, mais qui était quand même de fait un amateur et un passionné. Je vais vous parler de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, évidemment, on le connaît plus pour le volet artistique, pour les ready-made, pour l'urinoir, pour des coups d'éclat dans le monde de l'art, toujours à l'avant-garde. C'était un perso un peu philosophe aussi, on peut voir des interviews qu'il a laissées, qui sont disponibles sur YouTube, où il parle du jeu d'échecs aussi notamment. Mais donc voilà, c'était aussi un passionné d'échecs et il raconte qu'il a passé la moitié de sa vie à jouer aux échecs. C'est ce qui lui a permis de garder sa créativité et surtout, il rappelle que dans le jeu d'échecs, même si on a l'impression qu'au départ, évidemment, on a la même position à chaque fois, on joue jamais deux fois la même partie et c'est ce qui l'a toujours attiré dans le jeu, cette espèce de renouvellement, plus l'aspect aussi réfléchir sous contrainte, en fait, avoir beaucoup de règles en apparence qui restreignent la créativité, mais en fait, on trouve des moyens de naviguer avec ces règles-là et à créer des choses assez belles, en fait, malgré toutes les contraintes qu'il y a dans les règles du jeu d'échecs, quoi. Et je vous dis que c'était un amateur, mais c'était un amateur qui a joué donc en équipe de France, qui a côtoyé Alekhine, donc champion du monde russe, qui avait fui la révolution, on est dans les années 30, 1930, et il a côtoyé des mecs comme Marshall, dont j'ai parlé aussi sur la chaîne, et il a joué avec eux même dans les tournois internationaux. Donc c'est pas un amateur, c'est pas un joueur du dimanche non plus, quoi, le Marcel Duchamp. J'aurais pu choisir une nulle qu'il a fait contre Marshall, qui était aussi son ami, pour cette vidéo-là, mais finalement j'ai choisi une partie contre Vera Menchik, dont j'ai parlé aussi dans une vidéo. Donc on va voir qu'il a réussi à tenir tête à une des meilleures joueuses du monde de son époque. Et c'était aussi un joueur qui était intéressant parce que je vous ai dit que c'était, évidemment c'est un artiste à l'avant-garde, mais c'était aussi un joueur d'échecs qui était proche des théories hyper modernes qui sont créées à cette époque-là par Nimzowitsch, Réti, Tartakover, tous ces joueurs-là. J'en parlerai je pense dans des vidéos séparées, mais c'est des mecs qui ont renouvelé l'approche du jeu d'échecs dans les années 30, dans les années 40. Et ça donnait lieu à des fortes oppositions de style et de philosophie de jeu, parce qu'on n'avait pas l'ordinateur à l'époque pour trancher qui avait raison et qui avait tort. Et c'est un courant du jeu d'échecs historique qui a grave marqué une rupture, puisque en gros, à l'époque, on avait le style classique, on pourrait penser à des joueurs comme Tarrasch, par exemple, qu'on appelait le dogmatique à l'époque. Et c'est en gros des joueurs qui ont dit qu'il fallait absolument contrôler le centre, sortir les pièces vers le centre, chasser l'adversaire du centre. Et à l'inverse, on avait les hypermodernes donc, qui sont arrivés en disant non, le centre, on va le laisser à l'adversaire, on va sortir les pièces par les ailes, on va jouer avec des fianchettos, plutôt on va attaquer le centre et le dynamiter depuis le bord de l'échiquier. Et ça a créé tout un renouveau dans la pensée, la manière d'évaluer les positions, etc. Je pense en particulier à Nimzowitsch ou à Réti. Et donc lui, il était à cette période-là, qui est une période, c'est un bouillonnement intellectuel énorme pour la théorie du jeu d'échecs. Il se trouve comme par hasard, ce mec qui était aussi aux confluences du bouillonnement intellectuel dans le monde de l'art, il était aussi dans ce même bouillonnement pour ce qui était de l'aventure intellectuelle aux échecs, quoi. Donc on va passer tout de suite à une partie qu'il a jouée contre Vera Menchik et on va discuter ensemble de potentiellement une petite erreur qu'il a fait à la fin de la partie et je pense que ça vous aidera pour vos finales de tour en particulier. Donc on va passer à l'analyse de cette partie entre Marcel Duchamp et Vera Menchik, que vous connaissez tous normalement. Donc il a les blancs, Marcel Duchamp, Vera Menchik a les noirs. On va voir, alors l'ouverture, là je pense qu'il y en a la moitié d'entre vous qui font un peu la gueule, parce que c'est une slave d'échange pour ceux qui connaissent. C'est une ouverture qui est hyper relou, voilà, qui n'est pas passée de mode malheureusement, mais on a une structure symétrique figée. C'est pas un régal voilà, en termes de milieu de jeu normalement. Surtout avec l'ordre de coups qu'il a adopté avec les blancs, il n'a pas cherché à poser de très gros problèmes. Donc on va arriver tout de suite à cette position-là. On voit qu'il a échangé son fou de case noire contre le bon fou de Vera Menchik ici. Mais bon, ça suffit pas à pouvoir réclamer un vrai avantage avec les blancs. Donc on a cette position qui est un peu chiante, un peu terne. Mais on a une position bizarre de la part des pièces noires. On a la dame en B8, on a le fou en C8 qui est un mauvais fou enfermé. Il y a un petit quelque chose pour les blancs, peut-être pas assez pour presser beaucoup. Et du coup, Duchamp, il va chercher une idée pour pimenter la position. Et donc, c'est à partir de cette position-là que ça va devenir un peu plus vénère, on va dire. Puisque là, il va décider de jouer E4 pour essayer d'obtenir des chances d'attaque et essayer de jouer agressivement et pour le gain contre Vera Menchik. Mais si c'est pour finir par jouer E4 dans cette position-là et se faire un pion isolé, moi j'ai envie de le dire, il fallait jouer E4 au premier coup, en fait, quand il n'y a pas de pion isolé à la clé, quoi. Puisque là, en fait, on rentre dans cette séquence-là où maintenant, les blancs, ils ont un semblant d'initiative sur le roi qui est complètement tout seul, mais ils ont échangé énormément de pièces aussi, les blancs, donc c'est compliqué de monter une attaque sans le matériel. Et surtout, ils ont cette faiblesse en D4. Et là, c'est pas dit que cette faiblesse compense pour pour le simili d'attaque qu'ils ont les blancs actuellement. Dame H4 pour essayer de ramener des pièces vers le roi, cavalier G5, et là, craquage de la part de Vera Menchik, qui de temps en temps avait des petites tendances à craquer tactiquement, à avoir des petits oublis. Et là, elle joue le coup H6 en fait, puisqu'on voit que les blancs menacent mat en H7, enfin menacent une attaque de mat en H7.
Elle avait deux coups, elle avait H6 ou H5, elle a choisi H6, poussé que d'une seule case, et en fait il y a une combinaison tactique que Duchamp n'a pas ratée évidemment. Je vous laisse mettre pause, si vous voulez la calculer, vous essayez de vous entraîner un peu. Sinon, bravo à ceux qui l'ont trouvé, parce que c'est une tactique en deux. Dame prend, roi prend et cavalier prend F7. Là en fait on a gagné le pion H6, on fait une fourchette où on va récupérer la dame qu'on a sacrifiée, donc c'était un pseudo-sacrifice de dame. Et après cavalier prend D6, d'un coup, là, la position s'est éclaircie, on voit qu'on a une meilleure structure de pion d'un coup avec les blancs, et surtout, on a deux pions de plus, après avoir repris la dame en D6. Donc là, c'est une affaire de conversion, et je vous disais dans l'introduction que Duchamp, c'était un amateur. Enfin, c'était un super amateur, mais c'était un amateur, et il a eu du mal à convertir cette position-là. Évidemment, si Karpov avait les blancs, ou si, je sais pas, Petrosian avait les blancs, croyez bien que le joueur ou la joueuse qui a les noirs va pas toucher les pièces de la fin de la partie, va pas sortir la tête de l'eau de la partie. Mais Duchamp, il a eu du mal à convertir, c'est un problème qu'on connaît tous en plus dans nos parties d'échecs. Et là, elle a commencé à bien jouer Veramenchik. Elle a joué cavalier B4. L'idée de ce coup, c'est quoi? C'est d'attaquer le fou D3 d'abord qui est en prise, et aussi de commencer à regarder la case D5 pour éventuellement bloquer l'arrivée des blancs, à la fois sur la colonne C, elle va jouer fou C6, peut-être mettre une pièce en D5. Donc les blancs jouent fou E4 parce que leur fou était en prise. Fou C6, fou prend, pion prend, tour C4, qui attaque le cavalier, donc on n'est pas, enfin, vu que notre cavalier en D6 était en prise, on n'est pas obligé de partir avec, on peut se venger sur celui en B4, c'est ce qui se passe. Tour prend, A5, tour C4 met une pression sur la faiblesse en C6, tour D8 et tour 1. Et en fait, je trouve que cette finale elle est instructive parce que il y a une phrase de Rubinstein dont je vous ai parlé dans la première vidéo de cette chaîne YouTube, qui était toutes les finales de tour sont nulles. Et évidemment, Rubinstein disait ça avec beaucoup d'ironie parce que lui, c'est le plus grand joueur de finale de tour de l'histoire. Et en fait, là, cette finale de tour, les blancs, ils ont beau avoir du matériel en plus, en l'occurrence deux pions de plus, Marcel Duchamp, il va pas réussir à convertir parce qu'il va prendre une série de mauvaises décisions à partir de là, ou de mauvais choix pratiques en fait. Plus on échange de pions, plus on se rapproche d'une finale qui va être peut-être difficile à gagner. Il vaudrait mieux essayer d'utiliser l'avantage d'espace qu'on a avec les blancs pour écraser les noirs, les empêcher de jouer et d'avoir du contre-jeu surtout. Et en fait, il ne va pas réussir à l'empêcher d'avoir du contre-jeu. Et Veramenchik va très bien jouer le coup à partir d'ici. C'est-à-dire qu'elle va prendre en D4, tour prend C6, tour D2, elle a sa tour qui s'active. Et là, en fait, on a le premier craquage de la part des blancs, enfin au micro-craquage, on va dire, parce que les blancs jouent le coup G3. Et en fait, le plan qui va commencer à élaborer avec les blancs, c'est de se dire, je vais essayer de garder tout le matériel que j'ai en plus, et je vais essayer de pousser F4, en fait, très vite. Je vous mets le... Sauf qu'en fait, la conception qu'il a de pousser F4, ça va faire que la deuxième rangée va grave s'affaiblir, et qu'en fait, avec les noirs, Veramenchik, elle va très bien jouer, elle va le pousser à s'affaiblir partout, à vider toute la deuxième rangée, puis elle va mettre les deux tours sur la dernière rangée, et menacer de coincer le roi des blancs dans un perpétuel. Et en fait, elle va juste jouer tactiquement, et je pense qu'elle avait déjà vu son thème au moment où on parle dans la position là, et Duchamp a dû passer un peu à travers cette idée-là. Tour F8 attaque le pion F2, F4, tour H8 attaque le pion H2, H4, et donc là on voit qu'on a l'impression qu'on a avancé avec les blancs, qu'on a gagné du temps puisqu'on a poussé nos pions vers la promotion, mais en fait, tout ce qu'on a fait, c'est dégarnir complètement la protection du roi, et maintenant les noirs, ils n'ont plus qu'à essayer de pénétrer sur la deuxième rangée, et c'est ce qu'elle va faire très bien. Tour B8, B3, tour prend A2, tour prend E6, donc menace de rentrer en G6 avec échec, etc. Sauf qu'en fait, il y a un autre facteur hyper important en finale de tour, c'est de privilégier l'activité sur le matériel, de toujours se dire, il faut jouer dynamiquement, il ne faut pas se faire endormir, il ne faut pas avoir des tours qui restent à la défense d'un pion complètement bloqué, paralysé, un peu comme on a vu dans la finale entre Karpov et Taimanov, dans la partie d'il y a quelques semaines. Et en fait, avec tour prend E6, tour prend B3, on voit qu'elle est en train de s'activer, même si elle perd un pion, c'est pas grave. Tour prend G6, roi F7, le roi de Veramenchik qui reste au contact de la tour, donc c'est pas évident de partir avec cette autre tour, on peut pas jouer tour C7, on peut pas embêter le roi des noirs, et surtout là on voit qu'il y a des menaces très concrètes, il y a tour B1, il y a tour prend G3 si la tour de la colonne G s'en va pour les blancs, et il y a tour B2 qui créerait une espèce de perpétuel ou de vortex où le roi des blancs pourra jamais partir, quoi. Et donc en fait la différence entre les deux camps dans cette position, c'est ok, il y a le matériel, il y a deux pions nets de plus pour les blancs et pour Duchamp, par contre son roi va jamais pouvoir jouer, et sans le roi ça va pas être possible de promouvoir les pions. Et c'est ce qu'elle avait très bien compris ici, puisque donc après tour B6, elle garde les tours. Et en fait ici, ils ont répété les coups, ils ont fait nul comme ça. Parce qu'on voit qu'il y a trop de menaces à gérer pour les blancs, ce serait pas possible. Elle peut pas en plus tout simplement se dire je vais éviter le mat en redescendant la tour comme ça, puisqu'elle perdrait le tour en G6. Donc tout ça, ça fait que, en gros, le craquage à retenir, c'est que il avait fait le plus dur, entre guillemets, le plus dur, c'était de ne pas rater cette tactique qui donnait un avantage certain aux blancs, un avantage énorme. Mais après, dans la conversion en finale, c'est là où on voit que peut-être il manquait un peu de pratique parfois parce qu'il s'est pris les pieds dans le tapis avec cette mauvaise décision de dégarnir complètement son petit roc. Et donc Veramenchik, elle a sauvé les meubles et elle s'en tire bien avec la poubelle qu'elle avait, la position horrible, elle a réussi à sauver un demi-point. J'espère que ce motif, vous le reconnaîtrez dans vos propres finales de tour et dans vos parties.